Chabenay sur l'ULM. Et j'ai passé mon brevet de pilote en 99 ici même dans l'aéroclub Renault. Et depuis, donc, je suis passé par Caudron et Renault. Je suis maintenant en retraite, ce qui me permet d'avoir un peu de temps, donc j'ai pu travailler un petit peu la présentation des VFR par rapport à la dernière fois. La dernière fois, c'était une présentation qui était assez généraliste. Cette fois, elle va être un peu plus technique. On va s'arrêter à toutes les fonctions de VFR. Donc, ça va être présenté. J'avais envisagé de le faire en faisant une démonstration directe à partir d'une tablette à communication avec l'ordinateur. Et puis, je me suis aperçu que c'était trop compliqué. Donc, c'est beaucoup plus simple de le faire avec des slides parce que ça me permet de vous montrer les différents points importants. Donc on commence, le bouton de commande de SDVFR, c'est ça qu'on va voir, et la plupart de ces fonctions supposent d'être connectées à un réseau Internet via Wi-Fi, et notamment pour pouvoir mettre à jour les documents avant de décoller. Alors on verra tout à l'heure que c'est avec le bouton 6 qu'on va faire ce travail-là, et afin de pouvoir disposer des dernières infos. Total météo, qui soit à jour pour la préparation du vol et, très important, avoir à disposition des dernières bacs et des bacs de manière générale dans la tablette, bien qu'on ne soit plus en contact avec le Wi-Fi. Alors il y a deux notions importantes à avoir en tête concernant la mise à jour. La première mise à jour, c'est ce qu'on disait à l'instant, il faut bien ouvrir sa tablette en connexion Wi-Fi avec un réseau. Parce qu'à ce moment-là, la tablette se met à jour automatiquement. Et ça ne suffit pas. Ça, c'est la première mise à jour. Mais la deuxième précaution, on la verra tout à l'heure avec le bouton 6, c'est celle qui consiste à enregistrer toutes les pièces dans la tablette, sans avoir besoin, ensuite, quand on n'est plus en contact avec le réseau, sans se trouver, je veux dire, à manquer d'informations au moment où on n'a plus de réseau. Et bien, on va commencer donc par un petit vol, et puis on verra ensuite les différents boutons du logiciel. Donc, on part d'une toute simple petite navigation entre Chabenay et Dreux. Donc on ne s'occupe pas trop de ça pour l'instant parce qu'on le verra en détail plus tard, mais on est prêt à partir et on a ici une colonne qui est l'heure réelle du départ, et on peut cliquer sur cette colonne au moment du départ. Automatiquement elle va se remplir avec l'heure du départ, et ensuite elle va remplir automatiquement en fonction des durées, du vent, etc., donc ce qu'on verra tout à l'heure, elle va remplir la colonne des heures estimées. Donc ça, c'est pas indispensable, mais c'est quand même pratique. Au moment où on va décoller, on peut cliquer sur cette colonne dans le log nav. Mais ça, on verra tout ça en détail tout à l'heure. Tu vas expliquer comment on fait ce log? Bien sûr. Là, donc, on est sur un vol sur Dreux. Ce qui est intéressant de savoir, de regarder, c'est ce qu'on va dire. Alors, les boutons, on les verra tout à l'heure, on ne s'en écoute pas pour l'instant, pardon. Voilà. Et ce qu'on va regarder tout de suite, c'est les différentes informations qu'on a en partie basse. Donc ici, on a la vitesse sol de l'avion, vitesse GPS, la hauteur GPS, donc 1320 pieds. Alors j'en profite pour dire attention à cette hauteur. Hein. Ne pas trop en tenir compte, elle n'est pas très précise, et vraiment, il faut s'occuper de l'altimètre beaucoup plus que de cette altitude. Ensuite, ça c'est le cap horaire, enfin le cap GPS, je veux dire, et ça c'est le cap en fonction du vent, enfin la direction de l'avion compte tenu du vent. Là on a un vent ouest-nord-ouest, donc qui nous oblige à avoir alors ça ne se voit pas parce que
cette opération a été faite sur un simulateur. Donc le simulateur ne connaît pas les vents. Hein. Mais ici, on a effectivement un vent de nord-ouest, plutôt plein ouest d'ailleurs, et donc ça nous amène à corriger un peu la direction du montagne, donc vers la droite. Ici, on a la position géographique, et on va voir qu'en cliquant sur cette partie-là, on va pouvoir faire changer les informations. Donc ici, c'est pas la peine de cliquer, ça ne changera pas. Ici non plus. Il n'y a que là qu'on aura une modification. Donc si je change, pardon, si j'appuie avec le doigt sur cette partie-là, je vais obtenir ceci. Pourquoi je... Non, oui, non, j'étais pas encore en navigation jusqu'à 3. Donc voilà, j'y suis. Et donc j'ai toujours les mêmes informations pour l'instant, sauf que les vitesses ont changé, les altitudes ont changé. Mais donc on va regarder ce qui se passe quand on clique sur la partie que j'ai indiquée tout à l'heure. Donc maintenant, on a la hauteur. Donc ça, c'est la hauteur sol. Même chose, c'est une hauteur assez approximative, mais enfin, qui est intéressante à connaître. Oui. Tu cliques comment? Avec le doigt? Avec le doigt. Avec le doigt directement. Ensuite, l'autre information qu'on a, c'est l'heure, enfin le temps estimé pour arriver à Dreux. Donc, compte tenu de l'heure actuelle, pardon, décidément, voilà. Compte tenu de l'heure actuelle qui est de 15h26, on a, c'est pas la bonne, c'est ça. Donc, on a 10 minutes de vol pour arriver à Dreux. On le trouve ici. Donc, 15h26, 15h36. Et on trouve en vol, sans avoir besoin de se pencher sur cette information-là, on l'a également avec les bulles qui nous donnent le temps pour arriver à Dreux. Donc là, on voit bien qu'on a 10 minutes. Point suivant, les informations là concernent le vent. Donc on a une information on a 36 nœuds à peu près dans le nez là. Et on a légèrement qui nous déplace légèrement vers la gauche, et on a 35 nœuds de vent directement dans le head, c'est-à-dire de face. C'est le vent là qu'on voit sur le truc, 266 direction du vent, 36 sa force, c'est ça. Et 5, je vois pas bien d'ici, mais c'est gusting. Non, c'est gauche. C'est gauche, d'accord. Et après, 35, c'est quoi par rapport à... 35, c'est le vent de face. Donc, comme il n'est pas exactement en face à l'avion. Et donc, ça, on l'a déjà vu. Pardon. Et ça, c'est dans le cas où on a une étape supplémentaire. On va sur Dreux, mais par exemple, on va sur, je crois que c'est Mortagne. On a également l'information de l'estimation pour le point final du vol. Et on est arrivé. On arrive, estimé. Et l'heure et le temps. 16h07. C'est en UTC? Oh non. Il y a l'heure de la tablette pour le... Je me souviens plus de ça, mais je crois pas. Je crois que c'est en heure. 17h12. Ensuite, donc voilà, ça c'était pour voir l'utilisation des affichages en bas de carte. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble des boutons du logiciel. Donc le premier bouton, pardon, je n'ai pas encore l'habitude de ce système. Le premier bouton, c'est celui de gauche, qui va nous permettre d'avoir différents affichages. Alors, on retrouve ici le bouton qu'on vient de voir, avec une série de sous-boutons qui nous permettent soit d'afficher les aérodromes, soit, ou aussi, hein, ça peut être cumulé, les aérodromes ULM, les bases ULM. Ici, les héliports, la plupart du temps, ce sont des hôpitaux. Ça, ce sont
les points VFR, les points de report VFR. Ici, pardon. Les points de report VFR, par exemple, dans les aérodromes. Oui, pour les approches. Et puis ici, ce sont les points personnalisés. Et ici, c'est le système automatique de géolocalisation sur les aérodromes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va le voir tout à l'heure, on peut faire volontairement demander à géolocaliser la piste, les tours de piste sur n'importe quel aérodrome, mais on peut aussi le demander en automatique, et dans ce cas-là, il suffit de descendre un peu et on va apparaître l'aérodrome. UW, ça veut dire quoi? UW, ça veut dire User Waypoint. C'est des points tournants personnalisés. C'est ça. Donc ici, par exemple, en Rouen, on a cliqué sur Rouen, on obtient une petite fenêtre qui dispose de plusieurs informations et plusieurs boutons. Donc le bouton ici, c'est simplement pour se positionner sur Rouen. Alors, par exemple, si on part de Rouen, on va avoir une première épingle qui sera créée ici, et puis on ira ailleurs, et une autre épingle qu'on créera sur un autre aérodrome. Ici, c'est du GoTo. C'est donc pour aller directement sur un aérodrome. Quand on crée, par exemple, quand on crée une nave et qu'on vient directement sur l'aérodrome, par exemple, j'étais à Chabenay, quand je veux aller à Rouen, je ne suis pas obligé de passer par un système un peu plus compliqué qui consiste, on verra tout à l'heure, à utiliser le dé qui est ici, on verra plus tard. Donc pour l'instant, je suis à Chabenay, je veux arriver à Dreux, non pas à Rouen, pardon, et donc là je vais simplement appuyer là-dessus et automatiquement je vais créer un point d'arrivée. Ça, ce sont des informations sur l'aérodrome, on verra plus tard également, et ça c'est la carte BAC. Ici c'est pour faire apparaître la carte d'approche, ici la carte d'atterrissage, c'est-à-dire tour de piste, et ici ce sont des installations aéroportuaires. Bon, ils n'en sont pas dans tous les aérodromes, évidemment. Alors, là on est toujours sur les aérodromes, et on a appuyé sur App, et donc approche et atterrissage. Donc la carte d'approche, on la voit, ici on voit nos points de renvoi de report VFR, qui sont là, mais qui sont ceux de la carte d'approche. Hein. On verra tout à l'heure, pour l'instant ils ne sont pas affichés ici. Hein. On les verra tout à l'heure, pardon, ils ne sont pas affichés ici. Et on a également la carte d'aérodrome, qu'on ne voit pas ici très bien, mais quand on descend, on voit la carte d'aérodrome avec les flèches qui nous permettent de savoir dans quel sens on doit aborder la piste. Là, c'est les installations de sol, GMC. Alors, je ne sais pas ce que veut dire GMC. Pardon, ce sont les installations de Alors, maintenant, on est toujours sur les aérodromes, là. Et on a simplement cliqué sur les informations de Rouen. Donc, quelles informations on a? Là, on a quatre languettes. Donc, la première information, ce sont les pistes et les fréquences. La météo ensuite, donc avec la météo plus la traduction, du TAF, du METAR et du TAF. Là, on ne voit pas encore, mais on peut se faire dérouler. Attends. Ça, c'est la météo qui a enregistré quand tu es parti, parce que si tu l'as pas, tu l'as en l'air, si tu es connecté. Est-ce que tu l'as en temps réel, je veux dire? Ça dépend. Si tu es connecté avec un réseau, ouais. Si tu as une connexion Wi-Fi en l'air, oui, bien sûr. Mais sinon, non. Sinon, tu pars du principe que
tu pars avec toutes tes informations à jour, et après, bah, tu es en météo. Après, tu peux appeler la radio pour avoir des confirmations, des informations réglementaires. La traduction, c'est un service de SDVFR Oui. ou il y a une appli quelque part où c'est dispo? C'est SDVFR qui a développé ce... Non, tu vas sur SIA, tu les trouves. Oui, mais en collègue. On aurait pu l'emplir aussi. Tu l'as en clair aussi. Donc je crois, je ne sais pas comment se débrouillent les SDVFR, mais ils vont chercher, ils ne font pas de la traduction à chaque fois. Hein, ils vont chercher des informations sur les sites USIA pour les avoir en permanence. Juste un petit point d'attention. Oui. Si vous, par exemple, si vous cliquez sur Pontoise, Oui. vous aurez le taf du Bourget, qui n'est pas le taf de Pontoise. Alors, c'est un truc que je ne savais pas pour Pontoise. Ce que je sais, c'est que pour tous les aérodromes ULM, c'est le cas. Et ils cherchent la station la plus proche. Voilà. Non, mais ça peut être important de savoir. Dans les stations où il n'y a pas de taf, il va chercher le taf la plus proche. D'accord. Et il n'indique pas, il devrait indiquer taf de Pontoise. Ah ben c'est indiqué, hein. Moi j'ai pas fait Pontoise, je ne sais pas pour Pontoise, mais pour les ULM, on va le voir après, on voit très bien que c'est indiqué, il donne la licence. Quoi d'autre ici? Pas grand-chose. Donc maintenant on passe aux notables. Donc ici on a tous les notables de rang, hein, on est sur rang, pas de bêtises, oui, c'est ça. Ensuite on a les positions, et en plus les informations, lever, coucher de soleil. Donc ça, je crois que c'est simplement, ah oui, c'est la VAC. Et alors la VAC, on peut l'avoir de deux façons. On peut l'avoir soit directement en faisant un clic ici, soit quand on est ici, on peut faire un clic en haut. C'est la même chose. On obtient la vague de l'aérodrome. Ça c'est la vague, il n'y a rien de spécial à rajouter. Bon, les terrains ULM maintenant, donc on a cliqué ici, on a donc laissé les aérodromes et on a indiqué les terrains ULM en plus. Donc on les voit apparaître alors qu'on ne les voyait pas précédemment. Donc là on clique sur le terrain, comme on l'a fait tout à l'heure sur Rang par exemple. Là c'est Saint-Cyr-la-Campagne, bon, on a même chose, on peut, en cliquant ici, on va faire un point de passage. Ou un point d'arrivée, ou un point de départ, comme vous voulez, on va créer un point de route. Ici, c'est toujours pareil, c'est un go-to. Ça, c'est les informations de Saint-Cyr-la-Campagne. Et là, c'est pas une carte VAC, mais c'est une carte d'information qu'on va voir derrière. Donc voilà les informations, les infos de Saint-Cyr. Donc, il nous informe que c'est un aérodrome privé, qu'il ne faut pas de visiteurs, etc. Les consignes d'information complémentaires, je passe. Métard à 19 km, hein, c'est la station la plus proche. Pareil pour le taf. Et pour la position, même chose, les mêmes informations concernant le lever et le coucher du soleil. Ici, on a la carte qui a été fournie par FEPLUN, qui est une fiche avec les coordonnées, la hauteur l'altitude du terrain, les informations sur la piste et une photo Google Earth, plus des photos d'approche qui permettent d'essayer de retrouver plus facilement le temps. Et ça existe pour tous les terrains ULM en France. Je le dis surtout pour ceux qui ne font pas l'ULM, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Les points VFR. Donc on clique cette fois sur ce bouton-là, et on voit apparaître des points en bleu. Donc les points en bleu, ce sont des points VFR. Ici c'est Eco November, ici c'est
Éco-Lima, etc. Et donc, on ne voit que les points VFR sans voir le plan d'approche. Par contre, quand on appuie toujours sur Rouen, si on clique sur approche, on retrouve bien nos points d'approche qui correspondent bien à ce qu'on a évidemment sur le plan d'approche. Les points VFR, là on a Echo, là on a Sierra, Whisky, et c'est bien exactement ce qu'on a sur la carte. C'est normal, mais intéressant à vérifier. Ensuite, les points personnalisés. Alors, les points personnalisés, on appuie donc sur points personnalisés qui sont là, et ils nous proposent soit tous les points, soit un type de point. On verra tout à l'heure qu'il y a, dans les points personnalisés, il doit y avoir, je ne me rappelle plus exactement, mais il doit y avoir 6 classifications possibles. Alors, il y a des points intéressants, et puis après, il y a des différentes appellations. On choisit de classer ou pas. Moi, la plupart du temps, je ne classe pas. Je laisse dans P. Par défaut, le point personnalisé qui sera formé, ce sera ça. Mais si on veut avoir des points personnalisés spécifiques, on va le voir tout à l'heure, par exemple, pour les SUP-IP, je sais que c'est très pratique. Alors là, on peut changer leur présentation et faire en sorte, en appuyant sur un type de point, de ne faire ressortir que ceux que nous avons classés dans une classification particulière. Donc là, voilà. Donc les classifications qui sont proposées par les VFR sont là. Terrain privé, vache planeur, point d'intérêt, aéronautique, inclassable. Bon, c'est ce qu'on veut. Hein. Ça, il n'y a pas d'autres possibilités, mais d'en avoir 5, ça suffit amplement. Alors là, je vous parlais du SUP-IP, par exemple. Et là j'ai pris un exemple. Supposons une SUP-IP qui est cette forme-là. Je veux faire en sorte, il faut savoir, on verra tout à l'heure, que quand on clique sur les SUP-IP, on peut obtenir la SUP-IP qui nous intéresse, mais quand on reclique dessus, elles disparaissent. Donc, si on veut garder trace d'une SUP-IP qui est sur notre route, il y a une petite solution, c'est un petit truc, hein, qui consiste à créer un point d'attention, hein, ou bien si on veut être vraiment plus efficace, et surtout quand la SUP-IP est très étendue, on peut faire plusieurs points de manière à se souvenir que là il y a une SUP-IP. Mais quand on volera, ça sera comme ça. On ne verra pas la SUP-IP. Donc c'est bien que c'est fait à la main à droite. C'est toi qui l'as fait à droite. Non, c'est le contraire. J'aurais dû inverser peut-être les photos. Ça, c'est quand on demande, on va le voir tout à l'heure, on demande une SUP-IP, par exemple, je ne sais pas quoi, 291.12, on la demande parce qu'on a vu qu'elle était sur notre route, et on demande à l'approcher sur la carte. Donc, le logiciel va nous décider ça, et nous la mettre en rose. Et nous, on va dire, mais quand on sait que ça ne va pas perdurer. Donc, pour garder trace de cette SUP-IP, ce que je propose, c'est un truc que je propose, hein, c'est de faire des points personnalisés autour. Donc, après, on se retrouve avec ça. Quand on vole, on sait que dans cette zone-là, il faut faire gaffe. Alors, la géolocalisation, je vais y arriver. Des terrains automatiques, on en a parlé tout à l'heure, c'est simplement que dans ce cas-là, on a cliqué là-dessus, on n'a pas besoin de demander spécifiquement de cliquer sur Valence, par exemple, et de demander de cliquer sur Interro. Là, on a appuyé là-dessus. Tous les terrains avions, tous les aérodromes de France, ça fonctionnera. Il suffit de descendre suffisamment bas pour que la carte se développe. À condition d'être sur la route.
Non, À condition d'être... non, n'importe où. N'importe où. N'importe où. Si je le mets en auto, Tu grossis la carte. Hein? Tu grossis la carte. Voilà, il faut descendre un peu, et à partir de cette altitude, elle va apparaître. Bon, moi j'avoue que j'utilise assez peu ce système-là, je préfère décider de demander la carte d'atterrissage en cliquant, en cliquant sur l'aérodrome et en demandant nommément, en demandant à ce que soit créée la carte d'aérodrome. Bon, c'est un choix. Bon, maintenant on passe au bouton des SUP-IP. Alors, les SUP-IP, quand on clique sur le SUP-IP qui est ici, on va obtenir une liste. Alors, on va la voir après. Donc, on obtient cette fenêtre-là. Et ici, on a une sélection avec donc, toutes les SUP-IP qui sont actives en ce moment, au moment où on clique. Mais ça a peu d'intérêt parce que il y en a énormément des SUP-IP. Donc c'est pas vraiment maintenant que c'est intéressant de rentrer dans le détail. On va voir un exemple, on verra plutôt tout à l'heure sur une route, quand on a fait une nave, que le logiciel nous indique les SUP-IP qu'on aura sur la route. Donc à ce moment-là, on pourra venir les rechercher ici et les afficher sur la carte grâce à ça. On mettra une sélection, on va le voir, je crois, après. Voilà. Donc, on décide à 342,19 et on appuie sur afficher sur la carte. Voilà notre SUP-IP. Donc, si on veut des détails sur la SUP-IP, comme toutes les zones dans les EVFR, on clique 2 fois sur une zone, on aura des informations complémentaires. Donc, voilà ce qu'on a. On a tapé sur la zone, on a ça, et on a notre SUP-IP qui est ici, détaillé. Et quand on clique sur le PDF, on obtient la SUP-IP officielle. On sélectionne SUP-IP par SUP-IP ou est-ce qu'on peut afficher plusieurs SUP-IP en même temps? Alors non, on est obligé de sélectionner SUP-IP par SUP-IP. Il faut déjà savoir que le SUP-IP concerne la zone dans laquelle on va naviguer. C'est pour ça qu'on va attendre tout à l'heure, par exemple, quand on va faire une nave, on va voir que le logiciel nous propose, nous indique dans les NOTAM et SUP-IP, ça s'appelle NOTAM, il ne précise pas NOTAM et SUP-IP, mais c'est dans l'information du NOTAM qu'on va trouver en bleu les SUP-IP. Donc on fera dérouler les NOTAM, on verra ce qui est en bleu, on cliquera dessus, on obtiendra l'information sur le SUP-IP et on reviendra dans cette partie où nous sommes actuellement pour pouvoir la projeter sur la carte. Et c'est là que si cette zone est étendue ou nous inquiète parce qu'elle est vraiment sur la route ou pas très loin de la route, c'est là que c'est intéressant de créer un point singulier, ou un personnalisé, pour se souvenir qu'il y a une SUP-IP là. Parce que le logiciel ne garde pas les SUP-IP qu'on clique. Enfin, du moins, moi, je n'ai pas trouvé pour l'instant. Alors, c'est ce que je dis ici, c'est les SUP-IP affichés sur la carte disparaissent lorsqu'on réappuie sur le bouton 2. L'intérêt, c'est se trouve sur ou près de la route de les matérialiser par un ou plusieurs points personnalisés de couleur rouge, par exemple. Alors voilà, ce que je montre à droite, c'est simplement le fait que, après avoir cliqué à nouveau sur le bouton 2, la SUP-IP a disparu. Les métards, TAF et Sigmet, donc bouton 3. Alors là, le bouton 3 nous propose les métards, les TAF, Sigmet. Donc pour l'instant, on va prendre les métards. Et ça, c'est vraiment une fonction que je trouve très très pratique, parce qu'elle donne sur l'ensemble de la France, et dans la zone qu'on a choisie, elle donne des ronds rouges ou verts ou bleus,
suivant le type de temps. Et en l'occurrence, là, on voit qu'on pourrait voler. pas ici, enfin, dans les gens Paris. Mais là, on ne pourrait pas non plus. Enfin, tout ça sont des zones IFR. Bon, Roger, là, je comprends. Bleu, c'est quoi? C'est pas les... Bleu, je me souviens plus. Et alors voilà, donc là, on est en zone rouge. Alors, il suffit donc de cliquer sur une station quelconque. Là, en l'occurrence, on a cliqué sur Toussus. Et donc, on a un détail de la station Métard, enfin du Métard, pardon, avec sa traduction. Les TAF, exactement la même chose, avec la présentation un peu différente, puisqu'on a du rouge avec une tendance, du vert avec une tendance, par exemple. Métard est mis le 29 à 16. Il y a une fonction locale. Pardon? Il y a une fonction locale. Il y a une fonction locale. Ah, peut-être. Sur le ZVFR? Ouais. Comment on l'active? Quand on affiche Métard et qu'on vient ouvrir la boîte de dialogue, ouais. il y a une flèche de lecture. Et c'est la lecture du Métard en vol. Mais c'est quoi? C'est Android ou... Non, ça c'est iPad. Ah oui, mais ça ce sont des fonctions qu'il n'y a pas sur Android. Ah bon? Ouais. Il y a quelques fonctions sur l'iPad qui ne sont pas sur Android. Et alors j'ai la réponse pour les coins bleus, c'est en fait les conditions marginales. D'accord. C'est-à-dire que c'est entre rouge et vert. Oui. Bleu entre rouge et vert, c'est... Bon, donc les TAF, c'est la même chose. Si on a besoin d'une information sur un TAF, il suffit de cliquer dessus et on aura le détail. Là, par exemple, c'est le cas encore pour les tunnels. Ensuite, les cyclettes. Bon, là, il y en a moins souvent, évidemment. Là, lorsque j'ai fait l'opération, il y en avait quelques-uns dans le sud de la France. Et 5 cyclettes. On les appelle les cyclettes, j'ai pas vu. Où est-ce qu'on les... On les appelle toujours pareil, c'est ici. Chaque fois que j'appuie sur le segment, ça fait ici. Donc c'est Métard, TAF et cyclette. Mais si vous êtes sur iPad, ça peut être un peu différent. Là, moi, je travaille sur Android. Métard. Bon, le bouton numéro 4, le Winten. Donc le bouton numéro 4 nous ouvre sur une fenêtre qui propose de sélectionner une couche Winten. Et là, on va prendre par exemple la couche à demi-pied, bon, enfin à niveau de vol 20, mais c'est équivalent de demi-pied. Et en cliquant sur demi-pied, il va nous proposer des heures différentes de prévision. Donc si là, compte tenu du vol qu'on prévoit, on va prendre, par exemple, on va cliquer là. Et donc, on aura une carte avec les vents indiqués suivant le code que vous connaissez certainement, qui consiste à avoir une barre longue fait 10 nœuds, une barre courte fait 5 nœuds. Donc ici, on a 25 nœuds nord-ouest, ici 30 nœuds nord-ouest, etc. J'ai une question, c'est la même chose, ça te décline les prévisions de vent pour la journée. Non, j'ai besoin de... Oui, c'est ça. Et ça change de sens, je peux prendre Ah voilà. On a ici des prévisions de vent, différentes heures de la journée. D'accord. Voilà. Et on choisit l'heure qui nous c'est proche. Donc ici, même chose, si on veut un détail sur un vent, on clique sur le vent et on obtient l'information de la station avec le niveau de vol, enfin la hauteur, l'altitude, la pression atmosphérique, l'heure, là on parle bien en zoulou, et puis la direction du vent, la force du vent et la température. Ensuite, les informations Météo France, point 5. Alors, le
le point 5 va nous proposer, attendez, je ne dis pas de bêtises, Météo France, voilà, Météo France est là. Et quand on clique sur Météo France, on va obtenir cette carte qui nous propose, ah non, pardon, on va obtenir cette carte-là. Et on va demander avec les outils de vérifier si les types de cartes synchronisées nous conviennent. Alors ça, c'est une chose qu'on fait une fois pour toutes, hein. C'est pas avant chaque fois. Donc les cartes synchronisées, bon, là en l'occurrence c'est Wintel France et TMC France, le reste ne nous intéresse pas. Et ensuite, on va demander la synchronisation de donc des informations. Ici c'est synchronisé. C'est pour synchroniser. Le petit anneau, c'est ça? Oui. Oui, le petit anneau, c'est pour synchroniser. Quand tu appuies avant de partir en vol, ça synchronise avec Voilà, les dernières. c'est ça. Donc voilà ce que nous donne le fait d'appuyer sur si j'appuie sur Wintel, je ne sais plus si c'est 12 ou 15 UTC, mais enfin bref, j'en ai choisi une, et puis la deuxième diapo, c'est une TM6. C'est la seule TM6 disponible. Voilà, donc la carte Wintel et la carte TM6. Il n'y a rien de plus. Ensuite, si on clique sur le satellite, on va obtenir 3 vues satellites. Donc une vue infrarouge, une vue de pluie et une vue visuelle. Donc on avait l'infrarouge ici, la pluie ici et la visuelle ici. Et en fait, on a la possibilité ici de faire jouer la prévision sur 3h30. Donc on est ici à 8h10, ça c'est 9h55 et 11h25. C'est une prévision, c'est pas une prévision, c'est le passé. C'est reculant plutôt, ouais, c'est peut-être le passé. C'est quand il est 3 heures, on peut remonter à ce qui est passé, mais ça va pas la Oui. Oui, exact, puisque c'est du satellite, ça n'a pas de sens de parler de prévision. Laquelle est utile des trois? Bon, la pluie est très bien, très utile. Les autres, j'avoue que je ne m'en sers pas du tout. Ça donne une idée de la couverture, quoi. Oui, sachant qu'en infrarouge, plus on est blanc, plus on est sur une nébulosité épaisse. Ensuite, on a le bouton 6 pour les documents. Donc ça, c'est l'ensemble des documents dont on dispose dans la base. Donc on a donc l'explorateur de documents, on a les SUP-IP, ASBA, VAC, ULM, IP, les VAC ELI, perso. Donc on va les passer tout en vue. Ça, on va retrouver toutes celles qu'on a vues tout à l'heure, mais là, si on veut dans le détail, on peut aussi cliquer dessus pour avoir le détail d'une SUP-IP, mais là encore, moi j'accède pas au SUP-IP par là parce que c'est une intro, quoi. C'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est celle qu'on a sur notre route. Et ensuite, on a ici, donc là c'est le bouton de synchronisation, la possibilité de synchroniser tous les documents. Et alors ça, c'est vraiment primordial. Il faut absolument, avant de partir, se faire ça. Et il faut savoir que ça peut prendre entre 5 et 10 minutes, voire un quart d'heure, suivant la liaison Wi-Fi qu'on a, ou la liaison Internet. Donc ça, c'est très très important. Ça prend beaucoup de place sur la tablette. Non. Enfin, moi, j'ai jamais eu d'imitation avec ça. Alors, c'est ça, la synchronisation est indispensable. La synchronisation des documents peut prendre plusieurs minutes, jusqu'autour d'un quart d'heure, en fonction de la qualité de la connexion. Et donc voilà ce que vous aurez sur l'écran. Excuse-moi, je ne sais pas si j'ai tout compris. Ça synchronise que les documents sur le parcours? Non, tous les documents de base. Tous les documents de France. Tous les documents de base.
On nous demande où on souhaite stocker les informations. Sur le petit logo en haut à gauche, il y a voilà. Alors, sur la page de gauche, il y a la synchronisation et après. Si on a une carte mémoire, on peut décider de l'endroit où on stocke les informations. C'est Que ce ça. soit sur le téléphone, sur la carte mémoire. C'est ça. Alors, le conseil, c'est quoi? J'ai pas de carte mémoire, donc j'ai pas de conseil. Ça dépend de la machine. Ça dépend de... Et en fait, si on ne charge pas trop l'appareil avec d'autres choses, il n'y a pas Il n'y a besoin. pas de problème. Pas besoin. Merci. On passe, on a vu des super IP, on passe aux ASBA. Bon, là, quand j'ai fait la préparation, il n'y avait pas d'ASBA active. Alors, j'en profite pour dire que sur SDVFR, les ASBA actives apparaissent en rouge sur la carte, mais uniquement quand elles sont actives, c'est-à-dire que quand on fait une prévision, une préparation de vol, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller voir les prévisions, les programmations. Excusez-moi, je reviens juste là sur la super IP, là, la synchronisation. J'ai compris tout à l'heure que si on faisait une route, une préparation de nav, il allait nous indiquer en fait les éventuelles super IP qui nous concerneraient. Donc c'est-à-dire qu'en temps réel, quand on est au sol, connecté à Internet, nous les identifier, on est synchronisé avec l'information qui est sur Internet. Là, le fait de synchroniser, c'est qu'on charge en fait les documents sur l'appareil. Oui. C'est ça. C'est fait pour... On n'a plus besoin de connectivité voilà, pour pouvoir avoir l'information. l'information. Après, on est en vol, on est supposé plus avoir de connectivité. Et donc, on a des informations qui datent évidemment de l'heure à laquelle on a mis à jour. On télécharge. Et si on veut les virer après, pour éviter que ça prenne de la place. Pas besoin, pourquoi? Faut pas, c'est définitif ça. Pour pas que ça prenne de la place. Pourquoi faire? Pour pas prendre de place? Ça sert à rien, ça prend pas de place. Ça prend pas beaucoup de place, franchement. Moi, j'ai jamais eu de... On ne sait pas où est-ce qu'on s'est stocké après dans l'appareil. Oui, c'est une mise à jour d'appli, hein. Comme n'importe quelle appli iPhone, Android. Régulièrement des mises à jour d'appli. Oui, mais là, c'est des documents qu'on charge sur l'appareil, sur Internet. Oui, mais les documents... intégrés à l'appli, de toute façon. Les documents existent déjà. Donc c'est simplement, ils sont remplacés par les dernières versions. D'accord. Mais toujours, mon avis... C'est interne à l'appli, c'est pas accessible à l'extérieur de l'appli. C'est ça, exactement. Si vous téléchargez ex nihilo l'appli SDVFR, vous allez reprendre la dernière mise à jour de l'appli. Qui a besoin de s'alimenter en permanence. C'est pas détachable. Ok. Et la synchro, c'est pas Merci. Pardon. À chaque fois. Ah oui, puisque vous avez toutes les variations concernant la météo, concernant même parfois les vagues. Et puis encore une fois, moi je me suis retrouvé, ça m'est arrivé, de ne pas avoir fait cette opération et de me retrouver avec des vagues qui étaient pas chargées. Donc arriver sur un terrain, appuyer sur le terrain et ne pas avoir la possibilité d'avoir le terrain en géolocalisation, le tour de piste. C'est dommage. Ou bien en approche, ne pas avoir les points de report. Bien qu'il faille bien préciser que c'est un moyen de navigation secondaire. C'est ça. On place pas de papier. Pardon, je ne comprends pas. Bien qu'il faille bien préciser que c'est un moyen de navigation secondaire qui nécessite un backup. Il n'est pas encore homologué en réglementation comme en primaire. J'ai entendu des informations un peu discutables sur la question. Pour l'instant, il y a des... des... pas. Ouais. Des informations. Honnêtement, je sais. Mais je ne vais pas dire parce que c'est sûr qu'on applique assez peu. On a des cartes derrière, bien sûr. C'est juste qu'en cas de test PPL, par exemple, avec des élèves, les examinateurs aujourd'hui vont de plus en plus autoriser les tablettes et les devices à bord, sauf qu'à un moment dans le test, il faudra quand même revenir à un moyen primaire. Il faut le savoir. On prend cette tablette, on peut se le prendre comme un outil complément. Tu prends cette tablette, on va avoir des mêmes Sur carte. Je reconnais là. Et ensuite, avec ça. Alors après, dans les us et coutumes et dans les habitudes de tout le monde voyage avec cette tablette, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que ça peut créer quelques soucis, ça peut tomber en panne, ça peut s'arrêter,
Donc il y a quelques mesures à bien connaître. Et des erreurs aussi, parce que vous avez des applications équivalentes, par exemple Maxet, il y a des erreurs sur les plafonds d'altitude. Donc si vous prenez comme argent comptant certaines applis, vous allez être en infraction, c'est pas bon. Il y en a sur les cartes papier, alors qu'est-ce que ça change? Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est une erreur de la carte papier, ok. C'est la preuve de la carte papier. D'accord, ça c'est le point de référence. Si c'est l'appli, il y a déjà des modifs. on ne contrôle pas comment dirais-je, la personne qui va mettre au point ce genre d'appli. Mais SDFR, il est plus fiable que Maxet alors ou pas? Pareil. Je pense qu'on peut dire la même chose sur tous les logiciels. On peut pas. C'est pas l'objectif de ce logiciel de remplacer les cartes et de remplacer le site du SIA. Il se réfère au maximum à ce site, site officiel. Après, effectivement, c'est à chacun d'assurer sa sécurité et on n'a pas le droit de dire compte que de ça. En réalité, on le fait souvent. C'est bien. Donc là, on a la liste des VAC. Même chose, ce sont des documents. L'intérêt de cette liste, c'est surtout de vérifier qu'elles sont bien offline, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser alors qu'on n'est plus en connexion avec Internet. Même chose pour les bases ULM. Même chose pour les AIP, les VAC-LI, dont on s'occupe assez peu. Oui, le terrain très court. Et puis l'explorateur de documents, qui est donc de documents personnels, qui sont les documents qu'on verra tout à l'heure, qui sont principalement des documents qu'on va éditer à partir du log de nav, soit pour pouvoir regarder, ou du log de nav, ou de la trace de navigation pour pouvoir la voir sous d'autres formes. Alors, ici, par exemple, on va le mettre en KML. Ça, c'est une trace de navigation qui est en KML pour pouvoir être vue sur Google Earth en 3D. Le bouton d'enregistrement, qui est en fait plutôt un bouton de lecture que d'enregistrement, parce que l'enregistrement des vols est automatique sur SDVFR, à condition de ne pas oublier évidemment de fermer le programme avant de fermer la tablette. Si on veut que ça enregistre, il suffit de fermer le programme proprement et automatiquement le vol qui vient d'être fait est enregistré. Et tous les vols sont enregistrés, les internet. Mais avant de partir, il n'y a rien à faire. Il suffit de rien à faire. VFR. Pas besoin. Il n'y a rien à faire, c'est automatique dans le programme. Quand on appuie dessus, il se passe quoi exactement? Alors, au contraire, là, on va avoir la liste des programmes, des traces qui ont été enregistrées. Bon, on va en choisir une, et on va demander d'afficher sur la carte. Je ne sais plus laquelle j'ai pris, ça n'a pas d'importance. Et donc, voilà le... Tu visualises un vol qui a déjà été fait. C'est ça, tout à fait. Donc là, on va aller dans le détail. Et là, je peux décider, comme je disais tout à l'heure, d'exporter au format KML pour pouvoir le voir sur Google Earth. Alors on l'exporte, on va le mettre sur le répertoire perso, on pourrait l'exporter par email par exemple, si on veut l'envoyer à quelqu'un, j'ai envie que quelqu'un le regarde alors qu'il n'a pas SDVFR, on peut l'envoyer par email. Et KML sera lu automatiquement par Google Earth. C'est Google Earth. Donc là, on l'enregistre sur le répertoire perso. Donc il nous dit que la trace a été exportée. On retrouve ici, je ne sais plus si c'est le même, c'est derrière, on va dire que c'est le même. Donc on a un KML qui est là. Et donc là, voilà, on va l'avoir en 3D sur Google Earth. Ce n'est pas le même circuit que celui que je vous ai montré avant, mais on va s'en est un autre. Il y a d'autres applications que Google Earth qui permettent d'avoir cette visualisation de la route en 3D.
J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres applications que Google Earth qui permettent de consommer ce KML en fait? Je sais pas où répondre. Géoportail. Géoportail. Il y a des applications spécifiques qui lisent les KML. Regardez sur Internet. Et comparé par rapport à Google Earth, ça c'est bien. C'est plus simple que Google Earth, c'est plus simple. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur une tablette, parce que là c'est sur le portable, je n'ai pas des aptitudes, mais sur un ordinateur fixe, il donne également des aptitudes. Il y a tout. Ensuite, les points personnalisés. Donc, le bouton qui est ici. Autre question, pardon, par rapport à cet export, toujours moins. Est-ce qu'on peut rejouer en fait la séquence, c'est-à-dire en accéléré, le déplacement, en fonction de la vitesse non. Pas que je sache. Donc, on a juste une trace fixe. Ouais, je crois pas. C'est un enregistrement de traces. C'est pas un enregistrement mouvant. Parce qu'il y a l'enregistrement de la position, il y a l'enregistrement du temps, donc il saurait normalement reproduire. Oui, ça pourrait, mais je ne sais pas s'il y a une fonction qui permet de le faire. Donc les points personnalisés sont là. On va trouver donc, les terrains privés, les vaches planeurs, les points d'intérêt, aéronautique, inclassables. Donc c'est les 5 qualifications ou classifications qu'on a vues tout à l'heure. Donc les vaches planeurs, j'ai sauté. Points d'intérêt, ça c'est... Alors sachez que en points d'intérêt, il y a une liste de 2000 châteaux en France qui est gracieusement fournie par SDVFR et que je pourrais transmettre à ceux qui sont intéressés. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que des châteaux intéressants, il y a souvent des corps de ferme aussi. Mais l'intérêt c'est que, comme on verra tout à l'heure, on peut changer de carte. On peut mettre une carte Google hybride et aller voir en détail et décider, avant d'aller faire une balade pour voir un château, décider si l'objet vaut le coup. Je ne sais pas où c'est là, je sais pas où tu es là, je suis perdu. Après la croix, je ne sais pas. Je suis sur les points personnalisés. Et c'est quel. C'est un sous-menu. Un sous-menu de celui-là? Le bouton, oui. Ah d'accord. Là, non, D'accord. Voilà. Donc là, on a 5 classifications proposées. Alors encore une fois, je ne sais pas, c'est de l'Apple que tu as. Oui. C'est un Apple. Ça peut être un peu différent. Oui. Non, mais j'ai. Non, c'est ça. C'est ça, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Et juste une précision, donc du coup, là, la liste des points d'intérêt, les châteaux, là, on la récupère comment? Parce que voilà, c'est vide, là, du coup, bien sûr, il n'y a rien. Comment on fait pour l'importer? Je l'enverrai à ceux que... Ah, vous avez une liste sous un format qui permet d'être digéré par SDFR. C'est du CSV et on le trouve sur le forum de Sky Demon. D'accord. De ZVFR. Oui, dans le forum, il y a déjà eu plusieurs commentaires et on le retrouve. Mais attention, quand on charge la carte des châteaux, ça devient quasiment illisible. Parce qu'il y en a tellement. Moi, non. C'est beaucoup quand même. On peut faire le tri après, peut-être. Moi, je trouve pas. Franchement, ça ne me dérange pas. Visuellement. Parce qu'encore une fois, si on regarde la carte de France, évidemment, Oui. bon, au début on voit rien, mais si on se rapproche un peu, on peut avoir un nuage de points. Mais si on s'intéresse à une zone de balade qui soit de quelques centaines, 100, 200 km, c'est vraiment pas trop dense. Il y a un peu de tout. Hein, oui, il y a un peu de tout, bien sûr, tout à fait. Une question, comment on annule les traces qui s'enregistrent? Alors, on annule les traces en allant sur... on va sur ce... Il faut revenir au début. Voilà. Il faut aller sur Rec. Quand tu l'ouvres. Et quand tu ouvres, tu as la proposition... Voilà. Ici, afficher la trace. Il y a quelque part, je ne sais plus où. C'est quand on est sur la liste des records, on appuie dessus et il propose un bouton supprimer. C'est ça. Retirer la trace de la carte. Retirer la trace de la carte. Je ne vais pas. Si tu appuies dessus, normalement. Ah oui.
Donc là, on arrive au point personnalisé, à la classification que j'ai choisie pour mettre des points spécifiques pour les super IP, mais on peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc là, moi, j'ai appelé les points X1, X2, X3, etc. Et je les mets autour des zones de super IP qui me dérangent pour les repérer. Et pour une question, pour créer ces points, je vais les rajouter dans la coordinateur, il faut donner des coordonnées. Non. Non, justement, il n'y a pas besoin. Ce qui est intéressant, c'est que on va le voir tout à l'heure. On va le faire. Mais tu vas avoir une super IP qui te dérange. Elle est sur tes notables de route. Donc tu vas cliquer, tu vas repérer son numéro, et son numéro, tu vas aller le reporter dans le bouton numéro 2 des super IP qu'on a vu tout à l'heure. Tu mets le numéro, tu affiches sur la carte. À ce moment-là, tu n'as pas besoin des coordonnées, tu cliques avec le doigt directement sur les angles, tu positionnes tes 4 épingles, ou tu en positionnes une seule si c'est une petite, hein, mais pour dire, ok, attention, là il y a quelque chose qui apparaîtra plus, mais qui peut me gêner pendant mon vol. Donc ça c'est bon. Ensuite, alors, ce que j'ai pris ici, c'est l'exemple d'un point, en l'occurrence X1, et j'ai demandé, il suffit d'appuyer dessus pour passer aux informations du point. Et donc ce point, par défaut, quand je l'ai créé, tout à l'heure on a dit qu'on appuyait sur la carte pour créer un point, on va voir tout à l'heure, on va le revoir après, mais quand on a créé un point spécifique, par défaut c'est un triangle violet avec P. C'est non. On va le revoir après. Mais donc, par défaut, on a un point personnalisé, point d'intérêt. Donc P ou PI. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est le rendre différent. Et en l'occurrence, on va travailler ici sur le menu déroulant, et au lieu de rester dans le point d'intérêt, on va passer en aéronautique. Par exemple, faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je choisis de faire en aéronautique, enfin de choisir la classification aéronautique, et de choisir la forme, je crois que j'ai pris une forme, un cercle, un cercle, et puis la couleur rouge. Voilà. Donc, non, c'est un carré. Donc aéronautique, carré rouge. Voilà, mon point X1 sera sous cette présentation. Donc voilà, autour de cette super IP que j'ai projetée sur la carte, j'ai donc créé 4 points qui sont des points tels que je viens de les définir. Et la lettre A, c'est automatique. A, c'est comme aéronautique. Ah, c'est ça, d'accord. Et ensuite, si on veut supprimer un point dans la liste, il suffit d'appuyer avec le doigt et il nous propose de supprimer le point. Alors, on verra tout à l'heure le détail de la création d'un point personnalisé. Pour répondre, je pense, à une des questions de tout à l'heure, c'est on a deux façons de créer un point personnalisé. Ou bien on va chercher un endroit, on sait, on a fouillé, et c'est cet endroit qui nous intéresse, et donc on va créer notre épingle à cet endroit-là. Soit on connaît les coordonnées du point, c'est tout, et à ce moment-là, on fait une épingle n'importe où, on crée un point personnalisé, et on va dans position, et on entre la position de Donc maintenant on va voir comment on crée une navigation. Et pour l'instant il n'y a pas de point, parce qu'il n'y a pas besoin de points pour créer la navigation. On reviendra ensuite sur les points à la suite de cette présentation-là. Donc on a cliqué sur Chavnay, on a créé une épingle
en disant qu'on a cliqué sur le plus. Alors je pense que, oui, j'ai inversé. C'est ce slide qui vient là, et celui-là qui vient ici. Donc on clique sur Chavnay, on clique ensuite sur le plus, et on obtient une épingle sur Chavnay. Donc, non, c'est pas tout à fait dans le bon ordre parce que normalement, ça c'est ce qui vient derrière le slide numéro 2. Donc il nous propose de créer un point sur Chavnay, on dit oui, on obtient la fameuse épingle. Alors ensuite... Juste une question, parce que moi j'ai sur mon application peut-être pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas encore les cartes héros. J'ai un compte carte, mais c'est pas les cartes héros. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier pour avoir un compte carte héros? Il faut télécharger. Pour avoir la carte SDOACI, tu vas dans outils, téléchargement, et tu vas la trouver en haut. Ok, merci. Ensuite, quand même pour les mettre à jour, il faut désinstaller pour réinstaller. Quelque chose, les cartes SD, quand elle est obsolète, il faut la retirer et la remettre et la recharger. On ne peut pas recharger si elle a déjà un jour. Non, mais moi, ça dit... Oui, d'accord. La nouvelle carte, elle sera l'ancienne. Je ne sais pas, parce que moi, il me semble que quand elle est obsolète, elle disparaît de ma tablette, il faut que je recharge. On me demande de la recharger. Alors en Android, peut-être, en iPhone, en Apple, elle reste, mais il faut la désinstaller pour installer Alors donc on est toujours sur la création d'une navigation. On est parti de Chavnay. Alors bien sûr, pour aller à Dreux, c'est tellement facile que normalement on n'a pas besoin d'utiliser le point D qui est en bas à droite pour aller chercher Dreux, mais si on veut faire une navigation un peu plus loin et qu'on ne veut pas aller fouiner, chercher à quel endroit, je ne sais pas quoi, Toulouse ou n'importe quel endroit, n'importe quel terrain, n'importe quel aérodrome, donc on va utiliser le point D qu'on ne voit pas encore apparaître puisqu'on le traitera après, mais ce point nous permet, le point direct D, voilà, là, nous permet de proposer, de demander le terrain qui nous intéresse. Et ensuite on clique sur Dreux. Il nous demande, pardon, même chose, je pense que c'est inversé. Donc il nous demande d'ajouter un point de navigation sur Dreux, ok. Et ensuite on se retrouve sur Dreux avec la possibilité d'avoir, j'ai rien dit, c'est pas bon. Voilà. Donc on a notre trace de navigation. J'ai pas le même truc, moi j'ai des routements, voir le point où elle est. Ouais, ils ont changé, je pense que le logiciel, c'est plus tout à fait les mêmes fenêtres. On verra tout à l'heure. D'accord, ok. Ensuite, si on veut rajouter un point sur la navigation, on va cliquer sur la route et on va créer une épingle n'importe où. Et ensuite, on remettra le doigt sur l'épingle et on déplacera l'épingle où ça nous convient. Sur SDVFR, il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'on ne peut pas le voir sur l'écran, mais c'est que l'épingle est décalée par rapport à la position du doigt. Donc on voit parfaitement bien l'épingle au-dessus du doigt et on fait absolument ce qu'on veut. On n'a pas l'épingle sous le doigt. Voilà, donc là en l'occurrence, on a fait une épingle intermédiaire et on décale l'épingle. Je voulais aller faire un saut au-dessus de Thoiry. Donc on a, au moment où on relâche le point, l'épingle ici, il nous propose de mettre le point sur Thoiry, sur le château, sur Villers-Mailleux, ou annuler. Alors annuler, ça ne veut pas dire qu'on annule le point. Annuler, ça veut dire que l'épingle restera là où on l'a posé. Tandis que si on accepte Thoiry par exemple, il va venir se mettre sur le terrain ULM de Thoiry.
le terrain ULM du camp de la Palouse. Alors, maintenant, comme on a créé notre nav, on peut utiliser le bouton log de nav. Il va nous servir à quelque chose. Donc, le bouton log de nav, encore une fois, on va le regarder. Donc, il nous a créé automatiquement une nav avec des altitudes qu'il a choisies, avec donc la route elle est bonne, ça correspond à ce qu'on a fait, les distances sont données. Ce qu'on a ici, c'est des distances par section. Donc de Chavenay à la Thoiry, on a 14 km, et de Thoiry à Dreux, non, ça doit être en cumulé, pardon. Oui, c'est ça. De Chavenay à Thoiry, il y a 14, et ensuite, de Chavenay à Dreux, on a 51. Par contre, les temps sans vent sont donnés ici. Tout ça, évidemment, en fonction de l'avion. On va voir tout à l'heure que chacun a un avion différent. Enfin, chacun. Il y a des avions différents. Donc, pour l'instant, c'est basé sur un avion standard, qui est le mien, qui est un ULM. Mais, bien sûr, un avion plus rapide ne donnera pas les mêmes résultats. Également, vous avez ici le temps avec vent. Donc, il dépend de la météo du jour. Et on voit qu'on n'a pas les mêmes temps. En l'occurrence, là, il y avait un vent d'ouest violent. Donc, 17 minutes en temps sans vent, 22 minutes avec vent. J'ai une question pratique, c'est que souvent ça m'est arrivé, j'arrive pas à sortir du programme. Je ne sais jamais quel. Par exemple, je suis sur cette carte-là, sur la route, et je veux sortir pour revoir ma carte, je ne sais jamais sur quel bouton appuyer. Alors, non, il faut faire marche arrière sur la tablette. Ah, sur la tablette, bien. Ouais. Donc il y a des boutons pour aller, mais pas des boutons pour aller. C'est ça. Okay. On a le droit d'aller, mais il faut droit d'aller. Ouais. Alors ensuite on va peaufiner notre navigation, notre log de nav. Donc on va dire, bon, les altitudes ne nous conviennent pas. Donc on va cliquer 2 fois, je crois que c'est 2 fois. Enfin, on clique sur l'altitude et on la modifie. On va le voir après. Ah, il me manque un seul, on voit les altitudes modifiées. Donc, ça. Bon, ce qu'on va faire, après avoir fait ça, on va cliquer dans le profil de vol. Et donc, on obtient ceci. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut aussi changer l'altitude directement avec le doigt sur la barre correspondant à la branche. Hein. Chaque branche peut avoir une altitude différente. Bien sûr, si on veut des altitudes différentes sur la même branche, il va falloir créer un point intermédiaire. Ces slides sont aussi pour montrer qu'avec ce bouton, on peut contracter le profil de manière à avoir la totalité du vol. Mais si on veut, au contraire, si le vol est long, il peut être intéressant d'avoir au contraire un vol développé qu'on fait à ce moment-là défiler avec le doigt sur l'écran. Est-ce que si lors de la préparation on se trompe ou en vol, on se retrouve dans une TMA A, oui. Il y a une indication quelque part sur le log qui nous dit attention, vous êtes bon jeu, papa. Vous m'évitez mais est-ce que c'est bien si on en plafonne alors, il y a, je crois que oui, mais j'ai oublié d'en parler. Il faudrait que je retrouve. Oui, on va le voir tout à l'heure dans les options. C'est dans les options. Parce que là, je vais faire l'essai. Dans le log de nav, quelle est il y a le temps sans vent, le temps avec vent, et à côté, il y a la distance DSD, DTG.
Alors la distance DSD, c'est, je sais pas, c'est la distance, de toute façon on a vu les distances, c'est distance cumulée, c'est-à-dire on a une distance ici qui est distance par branche, ça c'est la distance d'une branche, et ça c'est la distance cumulée. Donc on a 14 et là on a 51. Et là on a... De l'autre côté c'est en décroissant. C'est décroissant, c'est le même mais décroissant. La première indication d'altitude, quand on lance le truc, là, il tient compte des zones ou c'est au pif? Alors, je pense qu'il tient compte des zones. Hein. Je pense, mais je vais vérifier. D'accord. J'ai remarqué un truc marrant, quand tu cliques sur HE ou HR, tu modifies la taille des caractères dans le report, dans toute la présentation en fait. Alors, dans HE ou HR, ça je sais pas. Mais tu tapes sur HE, ça diminue la taille des caractères, tu tapes sur HR, ça les augmente. Ah bon, je ne connais pas ce truc. C'est pareil, c'est Apple ou... C'est Android. Ah non, je ne connais pas cette fonction. Non, par contre, ce que je connais comme fonction, c'est, je ne vais pas parler ici, c'est que si vous voulez changer l'altitude de toutes les branches, vous pouvez, en cliquant, je crois que c'est 2 fois sur ZVol, et à ce moment-là, vous pouvez indiquer une altitude identique pour, Ah si, oui, c'est vrai. toutes les branches. Un appui long. Ah oui, ça augmente. C'est un appui long sur l'altitude. D'accord. Par contre... Donc, ça j'ai vu, les informations qu'on a ici, ça, on peut avoir les informations qu'on veut, c'est toutes les zones qu'on va traverser. Pour répondre à ta question tout à l'heure, tu vois que tu as tes zones sur le profil de vol, et en l'occurrence, tu vois, il y a une zone qui m'intéressait, c'est celle-ci. Je voulais savoir ce qu'on avait comme obligation ici. Donc on le fait ici, tu vois, et on voit que la zone R, c'est la zone R324, et ce qui est intéressant, c'est de noter que on est obligé, enfin on est tenu de se mettre sur la fréquence de veille dans cette zone-là, sauf si on est en contact avec un aérodrome ou avec une auto-information. Donc, le rouge plus foncé, c'est la TMA, un rouge plus voilé, c'est une zone dangereuse ou restreinte. Je sais pas être sûr, je suis pas sûr à 100%. Il faut vraiment, tu vas cliquer dans la zone et tu auras l'information. C'est ça. Tu peux pas. C'est vrai que la zone rouge, c'est la zone A. Ça, c'est la TMA. C'est la TMA. Sur la page de droite, à côté de la rouge, tu as un rouge un peu plus clair. Et ensuite, en dessous, à nouveau, un rosé. Bah, tout ce qui est rouge, tu vois, rouge foncé, ça, c'est la TMA. Là, il n'y met pas les pieds. Voilà. Ça, tu as intérêt à vérifier. Et ça, pareil, il faut vérifier. Parce que c'est pas très rouge foncé, et pourtant, il ne faut pas y passer. Mais il faut vérifier. C'est l'intérêt de disposer de ces courbes, c'est compris. Voilà. Par contre, j'ai fait un essai là sur la question de est-ce que le log ressort ou pas en fait une alerte. Si on ne regarde pas là, je suis en 3D, si on voit bien effectivement que je suis dans la classe A, si je repasse en fait sur le log, il ne me dit rien du tout. Mais parce que je pense que dans les options, tu n'as pas noté... Je n'ai pas paramétré les options, je ne les connais pas. Donc, voilà. Il y a une option qui permet de paramétrer ça. Bah, ça, je suis... On va le voir tout à l'heure. Le double clic dans un report. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour... On va dans un report, il faudra le faire pour tous, et on va demander... Alors soit on va changer de nom, parce que parfois, si on a mis une épingle dans la nature, il va nous dire point tournant, on va préférer peut-être lui donner un nom. Sinon, il va... Donc le nom il convient, là, il n'y a pas de problème. Le recoupement, nous on n'utilise pas le VOR, enfin, il y en a peut-être ici qui utilisent le VOR, en ULM on n'utilise pas, mais on verra tout à l'heure comment on peut utiliser le recoupement et les VOR. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence surtout. Donc on va cliquer sur la fréquence, sur les fréquences,
et on va avoir une liste des fréquences qui sont susceptibles d'être intéressantes autour de Châtenay. En l'occurrence, on va aller chercher Châtenay-Tours. Automatiquement, il va nous rentrer 129.525. Puis on fera la même chose pour Thoiry, pour Verdouillet. Ensuite, on a les fonctions de sauvegarde. Alors, quand on a fait, on a vu qu'on avait fait notre navigation, on a modifié quelques points, l'attitude, on a rajouté des fréquences. On veut maintenant enregistrer notre navigation. Alors, admettons qu'on ait fait la navigation la veille du départ. Alors, on va d'abord cliquer sur automatique, qui va nous permettre de reprendre FPX et FON. Maintenant, on peut aussi rentrer une information, un nom différent, mais c'est plus facile et plus rapide. Et puis, malheureusement, clavier qui me dérange, mais en bas, on a ben non, il est là, pardon. Il y a un bouton qui nous permet de déplacer l'heure de prévision. Donc, si par exemple on est à la veille au soir, on peut déplacer notre bouton de manière à se retrouver le lendemain, ou le lendemain matin, ou le lendemain de la matinée, ou même jusqu'à midi à peu près, et donc de tenir compte des prévisions de vent pour demain. Donc notre nav va être modifié en fonction du vent prévu pour demain. Ça marche en une semaine ou... Non, non. Même pas un jour, je crois que c'est... Je n'ai pas regardé dans le peu. Exactement, ça doit être 12 ou 15 heures. Donc, au niveau de la sauvegarde, donc ça c'est parce que maintenant on veut sauvegarder notre navigation, on va faire sauver. Et ici, alors faites attention à un point, c'est que on pourrait penser que sauvegarder ça suffit. Mais non, si on n'a pas appuyé sur le bouton ici, il ne sauvegarde rien du tout. Donc on appuie sur plus, et là il enregistre. Charger une nav, bon, c'est la même chose, hein, on charge, et puis à l'inverse, on va avoir la liste des navigations qui ont été chargées, on va pouvoir la recharger. Ici, générer, c'est ce qui nous permet de générer, soit dans différents formats. Le plus intéressant, me semble-t-il, c'est le format, enfin on va le voir après, c'est, pardon. Donc on choisit la nav qu'on veut générer. Oh, là, il manque quelque chose. Générer un peu de plateforme. Ok. Il manque un slide. Retenez une chose, c'est que vous pouvez ici générer la nav en PDF et GPX, PLN, Garmin. Voilà. PLN et Garmin ne m'en sert pas. PLN, c'est pour ceux qui font du simulateur de vol FSX, parce que moi je télécharge ma nav SDVFR sur FSX pour faire mes vols de simulateur. En PLN. Ah oui, d'accord. Ça, je connais pas. C'est pour ceux qui font du simulateur. Et je fais du simulateur. Bah, tu peux faire tu exportes en PLN, tu récupères sur FSX. Okay. On va en parler d'ailleurs à la fin un tout petit peu. Donc, générer, c'est principalement intéressant pour pouvoir échanger avec d'autres personnes qui ont soit SDVFR, soit je crois qu'il y a d'autres programmes qui acceptent ce format. C'est GPX, hein, c'est ça, non? Il y a du GPX, PDF. Donc GPX, si vous voulez échanger avec des amis pour faire un vol et quelqu'un qui a une autre tablette avec SDVFR par exemple, c'est du GPX. Ils auront exactement la même chose que ce que vous avez sur votre tablette. Par contre, si vous voulez éditer un document papier pour pouvoir suivre votre vol sur une tablette de cuisse, le mieux c'est
PDF, c'est PDF, merci. Bon, imprimer, il faut avoir une imprimante réseau, mais on peut imprimer avec ça. Un conseil, si vous imprimez en A5. Ça permet d'avoir exactement le format d'une tablette sur les genoux. Envoyer, c'est pareil, c'est si vous voulez envoyer par email. Donc vous envoyez, vous choisissez du GPX par exemple, ou du PDF, ce que vous voulez, mais enfin c'est principalement le GPX. Inverser, c'est évidemment inverser la route. Donc on a fait Chavenay-Dreux, on repart de Dreux, on inverse et on est à Dreux-Chavenay. Et retirer, c'est simplement pour ramener notre log de nav à une page blanche. Ici, c'est là qu'on va gérer les appareils. Donc là, c'est mon ULM, mais on verra tout à l'heure comment on peut installer un autre appareil. Ça, je l'ai vu, le type de navigation, on en a parlé, et le réglage de l'heure actuelle ou de l'heure de décollage, c'est ici. Donc là, on a exporté en PDF, donc il nous dit que c'est fait, et que c'est fait, et que c'est fait dans l'explorateur de documents. Avec succès. Qu'est-ce que j'ai... Oui, ça c'est le résultat, ça ne se voit pas sur l'écran. C'est le document PDF qui est envoyé sur l'explorateur de documents. Ensuite, là je crois qu'on a tout vu. Ah non, là on arrive donc sur la création d'un nouvel avion. Donc, j'ai appelé FZZZ, ADR 400, exemple. Donc, on va ajouter l'appareil. Et donc, il nous propose une fiche d'appareil dans laquelle on va renseigner le nom, le modèle, la vitesse de croisière, la vitesse de montée, la vitesse de descente, l'unité de vitesse verticale, le taux de montée, le taux de descente, la consommation en litres si on veut, on peut le faire en gallons si on veut, mais ici on est quand même en litres, la conso en litres à l'heure, la densité de l'essence, le poids du les poids du centrogramme. Alors là, franchement, moi je ne m'en sers pas sur l'ULM, hein, mais donc on peut créer un centrogramme de manière à ensuite, on verra tout à l'heure, faire un contrôle de charge, de chargement. Donc voilà le fiche d'appareil, la suite, elle n'était pas finie, il y avait donc en bas, on en était là, hein, quelque part par là, donc il manquait les stations de chargement. Donc avec le poids de l'appareil à vide, avec son bras de levier, le rang 1 pilote, rang 2 passager, rang 3 les bagages et le carburant. Et donc ensuite on a le centrogramme. Et on peut faire varier ici les poids en fonction de la situation de l'avion au moment du décollage. Est-ce qu'on peut, les caractéristiques de l'avion, est-ce qu'on peut les récupérer de quelque part plutôt que de les saisir sur chaque terminal? On peut les copier. Des fichiers un peu comme à la base de données, c'est-à-dire que c'est par quel biais qu'on l'apporte? On peut les copier. Ah, c'est copier. Ah d'accord, copier. J'ai jamais utilisé cette fonction. Le copier duplique l'avion en cours. Toutes les informations. Tu peux modifier après, mais tu ne peux pas l'exporter. Ah, comment? Parce qu'il faudrait exporter et importer. Si quelqu'un fait les masses et centrales, ça, je sais pas. Par exemple, j'ai jamais utilisé cette fonction, donc je ne sais pas si on peut l'exporter ou pas. Mais si on peut le copier, on doit bien pouvoir
trouver une solution. Mais pour quand, l'exporter, non quand moi je l'ai fait, tu fais copier, ça t'ouvre exactement le même que l'avion qui est déjà sélectionné. D'accord. Mais en fait, en te créant un nouvel appareil, mais tu as exactement les mêmes. Ça reste c'est local. une copie conforme et tu peux le modifier et après tu enregistres pour avoir un autre appareil modifié. Il ne propose pas, il propose pas les pour avoir plusieurs appareils. Pour faire plusieurs C'est ça. Plusieurs appareils qui se rapprochent. avec des immatriculations différentes. par exemple. S'il y a peu de modifications à apporter. Ensuite on a vu les boutons, le bouton d'outils, on a vu le bouton de profil, on a les documents, on fait ça à l'envers. Donc les documents, et ensuite, on a vu le centrogramme, hein, c'était ça. Il nous reste le bilan essence qui n'est pas fait encore, et ça ce sont les docs. Tu as montré, pardon, sur le centrographe qu'on pouvait faire varier les masses oui. et qu'on voyait. Oui, enfin, je peux le remontrer, mais c'est ce que j'ai indiqué ici. Ça, c'est voilà. très très bien. Ici, on peut faire varier les masses en fonction de la situation réelle de l'avion le jour du vol, avant le décollage. Donc, les documents. Oui, dans les documents, on a la météo, les notables de route et les SUP/IP, je rappelle, et les terrains. Bon, la météo va nous donner toutes les météos qui sont autour de notre route et souvent assez loin. On peut définir le couloir. On peut définir le couloir. Ça, on va le voir après. Donc là, on a le bilan carburant, pardon. Bilan carburant qui va donc, qu'on trouve ici, et qui va nous donner, avec du temps d'engagement, des stages de trajet, la réserve de dégagement, les réserves finales, et l'exercice de rien du tout, le carburant supplémentaire, etc. Chacun, évidemment, on peut changer tous les chiffres. Hein. Mais en général, ces chiffres-là sont bons. Je crois qu'ils sont à jour au niveau de la réglementation. Et ceci, c'est la consommation de l'avion. Donc reste éventuellement, si on estime que 20 minutes de départ, c'est un peu beaucoup, sinon on a ici la consommation qu'on va avoir sur... ça me paraît beaucoup. C'est l'emport, c'est tout ce qu'il faut emporter. Comment? C'est l'emport, c'est tout ce qu'il faut emporter. Pas, ah oui, c'est ça. C'est pas le stage sur le trajet, mais effectivement avec les sécurités. Oui, c'est ça. Oui, exact. Oui, c'est qu'en fait, il est basé sur un avion qui consomme un peu plus que l'humain. Ici, on a donc les fameux notables et SUP/IP. Et on a cette possibilité ici de régler la plage de niveau et les dates. Quant au couloir, là, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais le couloir, c'est ici qu'il se règle. Pardon, c'est là. Le couloir doit se régler de mémoire ici. Non, ici pas. Ici. Qu'est-ce qu'on appelle plage de niveau? Plage de niveau, c'est... Tu te limites à un niveau entre 0 et 7000 pieds, là. On va pas plus loin. On va pas plus haut. Parce que de toute façon, on fait... Pour les métards, voilà, pour l'ensemble des métards et les SUP/IP. Et puis, pour les dates, comme je vole qu'aujourd'hui, je vais laisser à la date d'aujourd'hui. Je ne vais pas mettre les notables et les SUP/IP des jours à venir. Donc on arrive à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le SUP/IP ici. Donc on voit qu'on a dans la liste des notables, on a un SUP/IP qui est le 309-19, je crois, ou un truc comme ça. Donc on peut cliquer dessus et on
va avoir l'information sur le super IP, c'est ça, on va avoir l'information officielle, donc du SIA, mais on n'aura pas la projection sur la carte. Donc si on veut la projection sur la carte, on revient sur notre bouton super IP numéro 2, tout à l'heure, et là on demande d'afficher sur la carte, on affiche notre 309.19, on demande d'afficher sur la carte, et voilà. Donc c'est maintenant que si on souhaite, on peut mettre les fameux points pour mémoriser cette zone dangereuse. Enfin, délicate. Ouais. Alors, maintenant, les dossiers, donc on a vu météo, on a vu la table de route, et maintenant on a les terrains. Donc c'est tous les terrains qui sont dans les environs de notre... Et là également, on règle le couloir de la même façon. Et on retrouve d'ailleurs le même réglage que ce qu'on avait tout à l'heure, quand on avait... c'était quoi? C'était sur la météo. Quand on fait un réglage sur météo, on retrouve le même réglage sur le couloir de route. À vérifier, mais je crois. Également, là, on a vu qu'on n'avait pas, sur la carte précédente, on ne voit pas ici. Non, je ne sais pas. Non, c'est trop long. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que on peut se demander les bases ULM ou pas. Donc si on les demande, on va avoir la carte du slide suivant. Ah, pardon. Oui, c'est ça. Donc, dans le dossier terrain, on va retrouver maintenant les bases ULM. Donc on revient, c'est peut-être pas tout à fait dans l'ordre, on revient dans la notion de génération ou d'envoi. Donc envoyer ou générer. Il nous propose, mais on l'a vu tout à l'heure, soit PDF, soit GPX, soit PLN. Je rappelle donc, PDF c'est pour éditer, GPX c'est pour transmettre à quelqu'un qui va avoir le même logiciel ou un logiciel qui lit GPX. Et le PLN, donc, c'est pour de la simulation. Garmin, aucune idée. Les cartes. Bouton numéro 10. Donc, les cartes, on a donc la fameuse carte SDOACI, qui est une carte propre à SDVFR, et qui est celle que, personnellement, j'emploie à 99% du temps. La Google Plan, c'est celle-ci, je m'en sers jamais. Google Hybride, on va la voir sur le slide suivant. La Google Hybride est très pratique pour aller repérer une zone intéressante, on rentre dans le détail. Si on veut, par exemple, décider à l'avance qu'on va aller voir tel point singulier ou sympathique. Là, en l'occurrence, je suis descendu sur le château de Chambord, c'était pas trop difficile. Et donc, j'ai confirmation que ça vaut le coup d'aller le survoler. Pas trop bas, mais le survoler quand même. Et ici, on a Google Terrain et Google Streetmap.online. Franchement, je ne pense pas du tout. Bouton 11, outils. Voilà. J'espère qu'on est pas... Une question par rapport à la carte SDOACI. Je comprends qu'elle est fournie gracieusement par un éditeur, en quelque sorte. Bon, tous les ans, il y a une mise à jour. Et elle est, quand il est contractuelle, c'est-à-dire qu'elle est... S'il y a une erreur sur la carte qu'on télécharge, qu'ils mettent à disposition gracieusement, il y a des limites de responsabilité de l'éditeur, j'imagine, là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire que si on rentre dans une zone qui n'est pas matérialisée sur la carte, qu'ils nous ont mis à disposition, mais qui existe sur la documentation papier par ailleurs,
ils sont pour rien en quelque sorte. Ah ben ça c'est clair. C'est sûr. Ça c'est clair. En plus, site internet. c'est ça, parce qu'en plus, il y a jour gracieusement, donc c'est forcément... Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça, il faut toujours... Bien sûr. Il faut toujours aussi regarder la carte de vote. Non, chacun garde la responsabilité, c'est pas le logiciel qui est responsable des erreurs qu'il peut avoir ou pourquoi pas aussi des erreurs de téléchargement ou des oublis de mise à jour. Enfin, bon, voilà. Le logiciel n'a aucune responsabilité. D'autant plus qu'il est gratuit. Je rappelle. Et j'en profite pour dire que, pour ceux qui ne savent pas, que c'est gratuit aussi maintenant sur Apple. En complément des cartes, je ne sais pas si tu en parles, on peut importer des cartes personnelles également. Par exemple, on fait un voyage, je ne sais pas, en Italie, on n'a pas de carte spécifique, on peut scanner. Certains scannent une carte papier. Oui, oui. Alors après, il y a tout un travail de géolocalisation, référencement, et on peut l'importer. Ouais, d'accord, c'est à moi ça. Parce que quand on regarde... Il y a un menu spécial pour ça chez SDVFR, on peut importer des cartes personnelles. Ouais, je ne connais pas non plus cette fonction, et que j'en profite pour préciser que SDVFR aujourd'hui ne fonctionne qu'en France, et que les cartes qu'il propose sur son site sont des cartes qu'on peut survoler, mais sur lesquelles il n'y a pas du tout les possibilités d'avoir des terrains, d'avoir toutes les possibilités qu'on a sur la France. Donc on en est à... Ah oui, les outils. Donc les outils, alors... ça c'est justement, c'est la note de SDVFR, c'est une note table SDVFR qui précise que SkyDreamSoft propose maintenant Apple gratuitement. Bref, je passe, parce que sinon ça va être trop long. Donc les comptes et données, ça nous... à propos de compte des données. Donc chacun peut avoir son compte, mais c'est pas, on n'est pas obligé de se connecter pour faire fonctionner l'ensemble. Et les mises à jour se font ici en extrémité de ligne. Donc il faut le faire à la main, et ligne par ligne. Alors là, forcer la synchro, j'ai essayé, mais ça ne donne pas ce que j'espérais. Je pensais que ça allait synchroniser tous les métards, TAF, Signet, Wintems, etc. Non, c'est pour synchroniser par sécurité. Éventuellement, on a une tablette et un téléphone, et ça permet, quand on fait une nave sur SDVFR tablette, ça se synchronise sur le téléphone en même temps. Alors ensuite, rapidement les options, sinon on va pas se sortir. Les options, donc les unités, on est en pied, on est en kilomètres. Parce que nous, on est l'ULM, mais vous pouvez vous mettre en minutique. Ici, le comportement de la carte, donc l'orientation par défaut, l'autocentrage, l'icône de l'appareil que je choisis par un avion, mode simulateur, donc on verra tout à l'heure, type de vitesse, vecteur vitesse, soit des bulles, soit des traits, désactiver l'appui long sur la carte, c'est comme le GPS en voiture. Est-ce qu'on veut voir les comment ça s'appelle, les NDB lors du choix d'un recouvrement dans l'option directe? Là, moi j'en ai pas besoin. QDM, QDR, donc ça j'ai mis des QDM pour pouvoir marquer les QDM. Afficher également la distance DME, bon ça charge pas mal de lignes, donc on peut le mettre, mais c'est pas obligatoire. Afficher la distance, alors c'est pareil, la distance DME, c'est pour les QDM ou QDR. Hein. Pour les lignes de recoupement, je veux dire. Donc activer la distance, le temps ou les deux sur les lignes de navigation, donc là, on peut mettre les deux. Afficher le rapport d'information du point de navigation suivant. Ah oui, alors tout à l'heure, j'ai dit par erreur qu'on avait un rappel des zones. Des zones traversées. Non, non. C'est ça qu'on a comme possibilité. La possibilité d'avoir un rappel d'un point de navigation suivant.
Mais il n'y a pas de rappel, effectivement, sur les zones dangereuses. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on peut lever par le bas de la tablette, on lève le profil de vol en cours de vol. Et là, on voit parfaitement les zones. Et donc, si on est dans une zone, si on approche d'une zone, on ne va pas dire dedans, mais si on approche d'une zone interdite, on le voit tout de suite. Le format des coordonnées, ok. Ensuite, les options diverses et variées. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus parce qu'il y en a pas mal et il n'y a pas. En plus, on a déjà vu une bonne partie. Il nous manque que celle-là. Qu'est-ce que c'est que la correction de route? Oh, c'est une correction d'altitude à cause de, je sais pas quoi, de réalisation d'un terme. Mais oui, mais de toute façon, il ne faut pas faire confiance dans l'altitude GPS. Donc à partir de là, on s'en fout. C'est quelque chose qui corrige l'altitude GPS qui apparaît sur le vélo. Mais il faut pas le faire. Et puis après, on a les couleurs. On choisit ces couleurs de ligne de navigation et largeur de ligne. Ça, chacun fait comme il veut. Ça, je ne sais pas exactement quoi faire. Le widget de ma station, je n'ai jamais utilisé. Ensuite, téléchargement. Donc, la question de tout à l'heure. On charge les deux de l'ACI et les données d'élévation surtout. Il faut absolument charger ça. C'est ça qui permet d'avoir la hauteur. C'est ça qui donne la hauteur.